Aujourd'hui, je voudrais juste faire petit rappel historique, sur des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Il me semblait que de ce qui était de ce qui se passe actuellement, par exemple en Russie, il était évident qu'il y avait une tromperie des Occidentaux sur la manière d'agir en Ukraine. En particulier, cette révolution qui avait eu lieu en Ukraine en 2004 a été montée de toutes pièces par les États-Unis en s'appuyant sur les éléments ultranationalistes qui avaient en haine tout ce qui était russe en Ukraine. Donc, toute la population russophone, à peu près un tiers de la population russophone en Ukraine, la région de Kiev, Kharkov, le Donbass, Odessa, fondée par les Russes, par Catherine la Grande. Et bon, donc toute cette population semble effectivement avoir été persécutée à la suite de cette révolution que les Américains, laquelle les Américains travaillaient du temps déjà de l'Union soviétique, lorsqu'ils envisageaient de se servir de ces éléments nationalistes pour, d'une certaine manière, s'attaquer à l'URSS, mettre un coin comme ça déjà en Russie. Il se trouve que maintenant que l'URSS a disparu, une révolution a pu avoir lieu, financée, aidée, je ne sais pas si c'est un bon terme, par, en gros, les Occidentaux, c'est-à-dire cette masse anglo-américaine avec son alliance, l'OTAN, etc. Donc, toute cette zone d'influence qu'on dit occidentale, à tort, parce que c'est un néant de tout ce qui est des valeurs occidentales, de tout ce qui est la civilisation occidentale. C'est un vrai néant, ce n'est plus du tout la civilisation chrétienne, c'est tout simplement une finance internationale qui s'est emparée de tous les leviers de pouvoir. Bon, et puis qui partout promeut ses intérêts sans grande marque de conscience, sans vraiment grand humanisme. Quand on voit comment les bombardements ont eu lieu, que ce soit au Japon, que ce soit en Europe, par l'aviation américaine, Tokyo, 100 000 morts en une nuit, avec des bombes incendiaires larguées sur la ville de Tokyo. Hiroshima, Nagasaki, bombe atomique, ville rasée, sans Dresde, des dizaines de milliers de morts, au cours de 3 nuits de bombardement, dans une ville qui n'était pas, apparemment, qui n'avait pas de caractère stratégique militaire. C'était même une ville où s'était réfugiée une partie de la population allemande. Donc, on ne voit pas là un grand humanisme. Donc, c'est autre chose qui régit la démarche de ces États. Et je pensais jusqu'à récemment que la Russie avait retrouvé une certaine honnêteté intellectuelle en retrouvant son sens religieux. C'est-à-dire, je sais qu'en Russie, il y a énormément d'églises qui sont construites régulièrement, mais je crois bien encore aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a comme un renouveau de la pratique religieuse orthodoxe, parce qu'ils sont orthodoxes en Russie, qui sont quand même assez proches. Ils sont assez proches puisqu'on a vu ça, le concile de Florence. Le concile de Florence, ces archevêques, ces évêques d'Orient étaient venus rencontrer ceux d'Occident et avaient fait ce concile de l'Union à Florence. Et ils célébraient la messe dans cette union catholique renouvelée. Puis après ça, au retour, il y avait eu... Donc nous voyons qu'ils sont vraiment très très proches. Ils sont vraiment très très proches. Tout avait été mis à plat dans ce concile de Florence. Il y avait eu cette entente, une réconciliation. Le schisme avait disparu, semble-t-il. Mais très vite, il a été ranimé. Puis il y a eu les invasions de l'islam en Turquie, la chute de Constantinople. Et cela, simplement pour dire, donc, comme un renouveau, et il semblait
Ça semblait qu'il y avait une certaine honnêteté intellectuelle de la part des gouvernements russes. Donc, j'étais plutôt dans le sens d'écouter plutôt la parole russe que occidentale, dans un sens de justice. Il faut quand même considérer ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, au sens de la vérité. Si cherchons la vérité, mon Dieu, il faut la chercher en toute chose, la vérité. Donc de temps en temps, il est bien de faire des rappels historiques, et là nous avons vu que déjà, comment dire, j'avais remarqué que la Russie développait depuis son intervention, depuis le début de son intervention à l'égard de la France, un gros mensonge, en disant le pillage de l'Afrique par la puissance coloniale française. C'est un mensonge qui est de plus en plus répandu, mais dans lequel se sont bien répandues les autorités russes, qui quand ils parlent de la France en Afrique, ils parlent d'un pillage. Nous savons qu'un étudiant Marseille, M. Marseille, a fait une thèse où il pensait justement démontrer comment la France avait pillé l'Afrique. Il a bien été obligé, en faisant ses études, de découvrir qu'il n'en était rien du tout, que c'était plutôt l'inverse qui s'était passé. Donc le 15 septembre 1960 à Brazzaville, lors de la fête de l'accession, c'est pour montrer un petit peu ce mensonge russe. Donc je dénonce ce mensonge russe pour qu'on sache ce que vaut la parole de la Russie. Après ça, je parlerai d'un deuxième événement, et puis je ferai d'autres rappels après. Le 15 septembre 1960 à Brazzaville, lors de la fête de l'accession du Congo à l'indépendance, un parachutiste français entreprend d'abaisser le drapeau tricolore, manifestant à haute voix son désaccord. Le président Youlou exige que le drapeau congolais soit monté avec celui de la France. Il n'est pas question, dit-il, de séparer l'enfant de sa mère. Aux États africains et à Madagascar, la France lègue un personnel administratif qu'elle a formé, des infrastructures considérables, 2000 dispensaires, 600 maternités et 40 hôpitaux, 18 000 km de voies ferrées, 215 000 de pistes principales, 50 000 km de routes bitumées, 63 ports, 196 aérodromes, 16 000 écoles primaires, 350 collèges ou lycées. Sous De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, les affaires africaines relèvent du domaine réservé du chef de l'État. D'importants accords de coopération lient l'ancienne métropole aux États francophones. L'armée française caserne toujours sur le continent africain. La France, estimée, Jean-Paul Gorevitch, 1997, dépense actuellement pour l'Afrique une somme annuelle de 700 francs par habitant. 700 francs par habitant. Pas trop comment parler du pillage de l'Afrique, du néocolonialisme. Aujourd'hui, 40 ans après l'indépendance, alors je vais essayer de trouver la colonisation a provisoirement sauvé en prenant en charge son destin. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, le professeur à la Sorbonne Marseille était, dans les années 70, un étudiant d'extrême gauche. Il avait salué la décolonisation et projeté son espérance révolutionnaire dans le tiers-monde. C'est dans cet état d'esprit qu'il avait entamé une thèse de doctorat d'État, aspirant à prouver que le capitalisme et le colonialisme avaient exploité les peuples de couleur. Au terme de 10 années de travail, à sa grande surprise, il a été conduit aux conclusions inverses. L'empire colonial n'a pas enrichi la France, il l'a appauvrie. Dans les colonies, Jules Ferry voyait une source de débouchés pour les entreprises françaises afin de faciliter leur implantation, entreprendre des travaux, infrastructures lourdes, ports, routes, voies ferrées étaient cependant nécessaires. C'est l'État qui dut assurer le coût. Dès avant 14, il s'avérait que l'investissement colonial n'était pas rentable, à l'exception des secteurs marginaux, ce que les conservateurs reprochaient aux républicains lors de la campagne électorale de 1885. Les capitalistes s'en détournèrent, laissant le budget français assumer les besoins des colonies. À partir de 1930, l'Empire entrave la croissance de la métropole plus qu'il ne la stimule. Jacques Marseille appuie sa démonstration sur l'étude microéconomique des relations entre la France et l'outre-mer.
Certains secteurs de production dépendent des colonies, d'autres non. Par exemple, l'industrie cotonnière exporte à 80% dans l'Empire, la chimie et la sidérurgie à peu près pas. Ce qui aboutit à faire exercer par les colonies un rôle artificiellement protectionniste pour les secteurs en voie de déclin, dont la chute est ralentie. Les matières premières outre-mer sont souvent négociées 20 à 25% plus cher que sur le marché international. Je répète, les matières premières outre-mer, donc ce qu'on appelle les colonies, sont souvent négociées 20 à 25% plus cher que sur le marché international. Quant aux denrées vendues par la métropole, elles sont plus onéreuses pour l'Empire que leur équivalent sur d'autres marchés. Globalement, le système forme donc une économie fermée entre métropole et colonies, détournant la France de l'esprit de compétition. Bon, etc. Je ne vais pas continuer, je vais arrêter là. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la mécanique continue à tourner. Année après année, la France continue de procéder à des investissements gigantesques en Algérie et en Afrique noire. Bon, voilà, j'arrête là pour ce sujet-là. Donc on voit que cette propagande russe était mensongère. Et mensongère. Chaque fois qu'on entend des choses de ce genre, sachons que c'est un mensonge et qui sert un intérêt. Souvent le mensonge est là par intérêt. Donc ça sert les intérêts de certains. Nous ne savons pas lesquels, nous ne savons pas quelles sont les manœuvres subtiles. Mais le mensonge sert en général à abattre celui qui est dénoncé à tort, hein, qui est calomnié d'une certaine manière. Donc quand on veut abattre un chien, on dit qu'il a la rage. C'est le proverbe qui le dit. Ouais, en fait, il n'a pas. Non, il n'a pas. Donc c'était battu lundi. Donc, tout récemment, nouveau mensonge est paru parce que nous voyons que entre les relations entre la France et la Russie ne sont pas pour s'améliorer. Il y a en général historiquement une certaine amitié entre la France et la Russie. C'est ce qui était depuis en gros des siècles. Une certaine amitié entre la France et la Russie, qui ne sont pas voisins, mais qui font un contrepoids du point de vue politique dans cet échiquier européen. Et les alliances de la Russie ont une grande importance par rapport à la France. Et les alliances de la France peuvent aussi avoir une certaine importance par rapport à la Russie, peut-être moins grande, vu le poids de ses puissances, mais qui a changé, qui est en déclin pour la France et plutôt en augmentation ces derniers temps pour la Russie. Donc un nouveau là, une chose qui n'est pas un mensonge, mais qui néanmoins est un mensonge quand même, à savoir que devant comment ça s'appelle, l'ambassade de France à Moscou, on a mis, les Russes ont fait mettre une affiche. Je crois bien que c'est le chef de la division Charlemagne. La division Charlemagne était constituée de volontaires français qui venaient combattre le bolchevisme. Donc ils sont allés sur le front de l'Est et qui s'engageaient dans les Waffen-SS. C'était une Waffen-SS. La division Charlemagne, mais une division qui a combattu les derniers temps à Berlin, même pour la défense, je crois bien, du Führer, d'Hitler, enfin du Führer. Donc c'est quand même assez remarquable qu'une des dernières divisions qui a résisté, c'est cette division Charlemagne. Et donc son chef, le chef de cette division, est montré en affiche à côté de, comment ça s'appelle, à côté de l'ambassade de France à Moscou. En même temps, voilà qu'il y a un changement de perspective dans les alliances, dans la façon de parler de la France, dans la façon de considérer cette amitié avec la France. Et là, on change de langage. Donc, on est en train de dire la France, alors que nous combattions contre le nazisme. Nous, Russes, nous combattions le nazisme. La France
pendant, pendant la guerre 40, pendant la guerre, disons 39-45, la France était plutôt nazie, était nazie. La France combattait ceux qui combattaient les nazis. Et donc, en faisant l'histoire, je regardais un petit peu Wikipédia, en faisant l'histoire de cet officier, j'ai eu la surprise, effectivement, de voir que au début, après la défaite de la France, il a réussi à faire démobiliser contre ce que voulait le régime de Vichy, à faire démobiliser un régiment qui était composé d'étrangers, principalement de juifs. Et ça leur a évité d'être emmenés en captivité. Donc cet officier ne peut pas être tout noir. Il a fait cette chose-là, donc on ne peut pas dire qu'il avait un caractère anti-juif. Mais ensuite, après ça, il était de la Légion. Qu'est-ce que c'était comme ville? À Sept-Fonds, je crois. Le camp de Sept-Fonds. Il était, je crois que c'est lui qui devait diriger ce camp-là. Et donc il a combattu ensuite. Il est allé, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, combattre sur le front de l'Est avec les Allemands contre les Russes. Et il est revenu en France. Et il a été décoré en France, apparemment, par le régime de Vichy. Donc là, vraiment, là, on peut se poser quand même quelques questions sur le côté quand même très participatif et pas simplement d'une certaine manière en résistance, en faisant le minimum comme puissance occupée, parce qu'en 1944, ça s'est passé, où cet officier français était promu, je crois bien, général, avec l'ordre, la Légion d'honneur, etc. C'était en 1944, la France était quand même occupée, sans doute le régime de Vichy n'était plus qu'un État fantoche. Néanmoins, c'est une participation très active, le fait de le décorer, le fait de nommer général quelqu'un qui ensuite retourne combattre au front de l'Est. Donc voilà, et alors les Russes ont mis cette personnalité en montrant que les Russes étaient anti-nazis et que par conséquent, et que les Français, que les Français étaient pro-nazis. Simplement, il serait quand même bon de rétablir certaines choses. Nous étions un pays occupé. Pourquoi étions-nous un pays occupé? Parce qu'il y a eu la défaite de 1940. Il y a eu la défaite de 1940. Maintenant, il serait intéressant de regarder pourquoi y a-t-il eu la défaite de 1940. Et parmi ces raisons importantes, de nous rappeler la chose suivante. C'est que sans cette défaite, nous n'aurions jamais vu cet officier, qui avait sans doute des qualités excellentes, combattre du côté des Allemands en 1945 ou en 1944, enfin dans les années 40, du côté des Allemands, du côté de ce régime nazi. Nous ne l'aurions jamais vu là, contre ce bolchevisme, on ne l'aurait jamais vu là. Parce que le régime nazi aurait été abattu. Si la France n'avait pas connu la défaite, ça voulait dire que la France aurait gagné cette bataille de France, c'en était terminé du nazisme. Donc la défaite de la France n'est pas une fatalité en 1940. Il faut bien se représenter ça. Pour nous, ça nous apparaît une fatalité aujourd'hui parce que la France a perdu en 1940. Mais si cet officier-là, d'une certaine valeur, s'est trouvé sur le front de l'Est à cette époque-là, c'est parce que la France a été vaincue en 1940. Et si nous cherchons maintenant des causes de la défaite, là, il serait intéressant de regarder les choses dans une autre perspective. Parce qu'il est facile pour les Russes de dire « Regardez, la France était nazie », ce qui était faux, la France était occupée. Et des volontaires dans les légions SS, il y en avait de tous les pays d'Europe. Et il y en a encore aujourd'hui qui vont en Ukraine se battre du côté ukrainien, il y en a qui vont se battre du côté russe. Il y avait même trois divisions de Waffen-SS russes
qui combattaient contre les Russes. Donc ça n'engage pas nécessairement les pays. Simplement, dans les pays occupés, il y avait des gens qui étaient recrutés et qui s'engageaient pour combattre le bolchevisme, qui était quand même, à l'époque, il ne faut pas oublier, grand persécuteur de tout ce qui représentait l'ancien monde occidental, en particulier le monde chrétien, qu'il soit orthodoxe ou catholique. Il y avait des persécutions. Tout ce monde-là était persécuté. Il ne faut pas oublier les millions de personnes qui ont été assassinées par ce régime soviétique. Donc il se trouve, c'était un régime autoritaire. La révolution est une abomination. La révolution rouge est une abomination que rien ne peut justifier, à moins d'être un assassin. Les assassins pourront justifier tous ces genres de pratiques. Donc à moins d'être un assassin, dire il faut un bain de sang, c'est normal. Il faut tuer les mauvais. Vous voyez, dans ce genre de raisonnement, vous dites qu'il faut tuer les mauvais, mais c'est finalement la victime qui est mauvaise, et l'assassin qui est un bon. Quoi. Normalement, c'est l'inverse. L'assassin est le mauvais. Et oui. Donc un oubli dans cette propagande russe qui vise à changer un petit peu les alliances ou la façon de considérer la France aujourd'hui, c'est de dire la France était nazie. La France à l'époque, vous voyez, il y avait le chef de la division Charlemagne, voilà, il est là, il combattait du côté des nazis, il y avait la division Charlemagne, il combattait les braves défenseurs russes. Je tiens à souligner la chose suivante. Parmi les causes de la défaite en 40, une des grandes causes de cette défaite, c'est quelque chose qui s'est passé le 23 août 1939. Le 23 août 1939. Que s'est-il passé le 23 août 1939 ? Un événement qui s'est passé le 23 août 1939. Je ne vois pas trop. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Tout simplement un pacte. Un pacte entre les communistes et les nazis. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ben ça alors, une alliance entre les communistes russes et les nazis. Oh mais c'est pas vrai quand même. Mais pourtant les Russes ont été les grands opposants du nazisme. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que vous me dites, frère Alain? Mais c'est insensé ce que vous dites. Ça s'appelle le pacte germano-soviétique entre les nazis du Troisième Reich et les communistes de l'Union soviétique. Staline et Hitler ont fait une alliance, une promesse de non-agression. Le 23 août 1939. Ah, ça alors, on apprenait une belle là. Donc les communistes et les nazis étaient alliés. Ah bah tiens, c'est bizarre quand même. Quand même, alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben après, ça a permis aux Allemands, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1er. 8 jours après, ça a permis aux Allemands d'attaquer la Pologne. Ah tiens, oh mais ça, c'est incroyable. Ah bon, les Allemands ont pu attaquer la Pologne parce qu'il y avait une promesse de paix, promesse de ne pas être que la Russie ne viendrait pas mettre son nez dedans. Et encore, c'est même pas tout à fait ça, vous allez voir. Donc, 1er septembre 39, après avoir signé le 23 août, quelques jours auparavant, le pacte de non-agression avec la Russie, eh bien, c'est la première attaque de l'Empire du Troisième Reich sur la Pologne. La pauvre Pologne. Et c'est une guerre qui va se passer très rapidement. Elle va se passer à la fin du mois de septembre, ça sera réglé. Et là, qu'allons-nous voir dans cette guerre? Voici que ces bons alliés germano-soviétiques, ce pacte germano-soviétique entre les communistes et les nazis, s'entendent aussi bien qu'ils se partagent la Pologne.
Les Russes ne se contentent pas de simplement dire ah bon, ben, on vous laisse faire, faites tout ce que vous voulez à l'ouest. Vous êtes garanti qu'on n'ira pas intervenir. Vous pouvez mettre toutes vos forces à faire ce que vous voulez, on n'interviendra pas. C'est quand même assez une bonne assurance, quoi. Parce que sinon, il aurait fallu organiser les choses autrement pour les Allemands. Ça aurait été éventuellement plus difficile. Ils auraient été obligés de prévoir une réaction russe. Et les Russes auraient pu effectivement intervenir. Si les alliances avaient été hautes, les Russes auraient pu intervenir. Les choses, c'est un voisin de la Pologne, mais entre la Pologne et la Russie, ce n'est pas forcément le grand amour. Ça n'a jamais été le grand amour. Donc de voir que la Pologne est mangée par l'Allemagne, ce n'est pas un mal, d'autant plus que la Russie se permet de manger une bonne part de cette Pologne, sous les bons auspices de l'Allemagne. Donc ils s'entendent très bien à ce point qu'ils décident de partager entre eux la Pologne. Voilà, la première victime. Ensuite, que se passe-t-il ? Est-ce que ce pacte germano-soviétique est terminé ? Est-ce que ce pacte germano-soviétique est terminé après la campagne de Pologne, qui a eu lieu une semaine après que le pacte était signé entre les nazis et les communistes? Non, le pacte n'est pas terminé, le pacte tient bon. Donc maintenant, les Allemands vont pouvoir se tourner entièrement contre la France, sans mettre de division à l'Est, au cas où la Russie interviendrait, puisque de toute façon, il y a un pacte de non-agression, donc l'alliance est bonne. Les Russes ont tiré leur profit de cette alliance déjà vis-à-vis de la Pologne, parce que la Pologne faisait anciennement partie aussi de ce grand empire de toutes les Russies. Et nous voici maintenant en mai 40. Donc en mai 40, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les divisions du Troisième Reich sont concentrées sur la France. Et donc, c'est l'écrasement de la France. Est-ce que la Russie est intervenue ? Non. D'ailleurs, il n'y avait pas non plus l'Amérique, qui avait, le traité de Versailles, empêché que la France prenne ses défenses sur la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire annexe de tout ce qui était rive gauche du Rhin par rapport à l'Allemagne. Donc au bout d'un moment, les Français sont partis de la Rhénanie, et puis ça a permis, ça n'a pas permis plutôt d'établir une bonne ligne de défense le long du Rhin, de prolonger la ligne Maginot un peu plus loin. Donc de ce côté-là, les Allemands, grâce à cet accord, les Allemands, les nazis, grâce à cet accord avec les communistes, les Russes communistes, ont pu utiliser toute leur force contre la France, toute leur force. Et par conséquent, je vais changer de côté, peut-être parce que là l'image commence à être assez mauvaise. Ça va être mieux. On va voir, voilà, ici, admettons. Donc, par conséquent, sachant que les forces communistes de cet empire communiste, l'Union soviétique, ne viendraient pas gêner les Allemands ont pu concentrer toute leur force sur la France et obtenir la victoire, la victoire et l'écrasement total de la France. Donc l'écrasement total de la France, en 1940, est dû en grande partie à cette alliance entre les communistes et les nazis. Donc quand nous disons que quand on parle du fascisme, quand certains partis de gauche parlent du fascisme, etc., il faut savoir que quand ça les arrange, ils sont prêts à faire de bonnes alliances, mais qu'ils ont permis une des pires débâcles qui a entraîné une des pires guerres mondiales. Car s'il n'y avait pas eu cette alliance entre l'Union soviétique communiste et l'Allemagne nazie, pour un pacte de non-agression, les troupes allemandes auraient été obligées un grand nombre de troupes allemandes auraient été obligées d'être retenues à l'Est. Il faut savoir que, par exemple, l'aviation française développait un avion de grande qualité
qui auraient été en production et qui étaient d'une certaine manière supérieurs à bon nombre d'avions allemands. Donc la guerre dans le ciel n'aurait pas été la même si les Allemands avaient dû rester davantage, n'avaient pas eu les moyens d'attaquer la France à cause de la menace russe. Donc nous n'aurions pas eu la débâcle française en 1940 et ce général français qui était à la tête de la division Charlemagne n'aurait jamais été à la tête de la division Charlemagne parce que la France n'aurait pas été vaincue et que l'Allemagne aurait peut-être été vaincue. Car s'ils avaient attaqué, ils auraient attaqué avec beaucoup moins de moyens. Donc nous pouvons quand même nous poser de sérieuses questions quand il s'agit de dire, voyez, la France était dans le parti nazi en 1940. La France était occupée en 1940. Et l'État français de 1944 n'était plus qu'un État fantoche. Et cela grâce à l'Union soviétique qui a permis cette débâcle. Donc si on veut faire des reproches à la France sur ce sujet-là, sachons dire que la Russie était alliée à l'Allemagne nazie, l'URSS, non pas la Russie, l'URSS était alliée à l'Allemagne nazie. Donc évitons de montrer peut-être un général français ou quelques Français qui combattent du côté de l'Est, comme la plupart des pays européens avaient des ressortissants de leur pays qui combattaient, comme on trouve toujours des volontaires, comme on trouve toujours des mercenaires ou des volontaires. Si maintenant nous voulons montrer la bravoure de ce communisme en Espagne, il faut savoir qu'avant cette alliance avec les nazis, l'URSS participait de sa façon avec l'Espagne, le gouvernement républicain élu. Je crois que c'est en 1936 qu'il a dû être élu. Et, comment dire, ce gouvernement, je me déplace à nouveau, j'espère que je ne vais pas être trop long. Je vais simplement vous lire un petit peu de passage ici. Donc nous avons vu ce qu'il en est du mensonge sur la France, au sujet de la France qui pille l'Afrique avec ses colonies. Nous avons vu ce qu'il en est de cette histoire arrangée de la France nazie, alors qu'en fait, quand c'est dit de la part de la Russie, c'est bien malvenu parce que c'est grâce à l'alliance entre la Russie communiste et l'Allemagne nazie que la France a été défaite et qu'ensuite elle a été occupée. Elle a été occupée. Et donc maintenant, si nous voulons voir encore par rapport à ces forces communistes, comment elles ont agi en Espagne, avant de s'allier avec les Allemands en 1939, eh bien, je vais vous lire quelques petits passages ici. Nous allons voir. En 1931, les troubles saluant la proclamation de la République, incendie de couvents et d'églises, assassinat de gardes civils. En 1934, la grève générale lancée par la gauche après la victoire régulière de la droite aux élections, grève transformée en révolte armée dans les Asturies. En février 1936, le climat de violence entourant le scrutin, c'est en février 1936, donc ces élections de 1936 qui ont entraîné qui ont ensuite conduit à cette guerre d'Espagne, guerre terrible, guerre abominable, guerre ignoble au moins d'un côté, quoi. Le climat de violence entourant le scrutin, et on pourra remarquer que c'est encore en dénonçant le fascisme, en dénonçant en dénonçant certaines manières de tout ce qui était des tyrans, un petit peu comme à la Révolution française. On a dit « abat le tyran, mort au tyran ». Et finalement, on disait que le roi était le tyran, mais on oubliait de dire que c'était les autres, les assassins, qui ont assassiné le roi et qui ont assassiné
qui ont assassiné des quantités de personnes. Je vous dirai peut-être un petit mot. Comment ceux qui dénonçaient ces personnes odieuses, ces brigands, ces tyrans, ces personnes terribles, comment en fait ces personnes terribles, dites terribles, étaient les victimes, et que les terreurs en fait étaient leurs bourreaux, c'est-à-dire ceux qui dénonçaient au nom de la justice, au nom de l'humanité, au nom du droit, au nom de l'humanité, au nom de tout ce qu'on veut. Donc ici, 36, en février 36, le climat de violence entourant le scrutin qui confie le pouvoir au Front populaire, la surenchère révolutionnaire des anarchistes et des trotskistes manifestée par l'incendie de centaines d'églises et de couvents, le viol et l'assassinat de religieuses, le pillage du siège des partis de droite, les menaces physiques contre leurs orateurs au Parlement, le meurtre du député monarchiste Calvo Sotelo, le dirigeant le plus populaire de l'opposition, fait tout basculer. Le soulèvement éclate le 18 juillet 1936. Les chefs militaires, pour la plupart, ne sont ni fascistes ni monarchistes. Plusieurs sont même républicains et francs-maçons. Franco, selon Bartholomé Benassar, est à peu près indifférent aux idéologies. Le mouvement n'est pas dirigé contre la République, mais contre la dérive bolchevique du Front populaire. Donc, en fait, c'est le bolchevisme qui veut s'étendre à l'Espagne. On peut comprendre que certains aient voulu mener une croisade anti-bolchevique. Quand vous voyez ça, massacrer, ils ont fait quand même déterrer des religieuses en Espagne pour pouvoir les fusiller en faisant processionner le brave peuple révolutionnaire devant ces actes lamentables. Donc ici, j'en arrête avec ce livre-là qui s'appelle Historiquement correct, Jean Sévilla. Voilà. Historiquement correct, pour certains, c'est un fasciste qui écrit, hein. Historiquement correct. Mais ce sont des faits réels, ce ne sont pas des inventions. Maintenant, je vais vous lire la partie d'un autre livre qui va reprendre ce qui se passait justement en Espagne. J'espère être à la bonne page. J'avais noté la bonne page. Je ne suis pas sûr de l'avoir gardée. Danemark, c'est pas ça. À l'heure où la bonne conscience internationale, les États-Unis en tête, eux les plus grands déverseurs de bombes de l'histoire universelle, s'indignent des bombardements, etc. Bon, ici, si l'on s'imagine que nos braves démocrates humanistes du Frente populaire, dans leur fureur antifasciste et anti-religieuse, il faut quand même se débarrasser de toutes ces mauvaises personnes, quoi. C'est normal, quoi. Ce sont des mauvaises personnes, donc il faut quand même les achever. C'est normal. C'est nous les bons, quoi. Donc il faut massacrer les autres. Ben oui, c'est la moindre des choses, quoi. Sinon, c'est quand même manque de cœur, quand même. Il faut quand même se débarrasser l'humanité de tous ces gens-là, quoi. Qu'est-ce que c'est? Donc, si l'on s'imagine que nos braves démocrates humanistes du Frente populaire, dans leur fureur antifasciste et anti-religieuse, épargnèrent du moins les femmes et les enfants, se trompent lourdement. Dès les premiers mois de 1936, les sinistres Tchékas, inspirés de la non moins sinistre Tchéka soviétique, constitués de milices anarchistes et communistes, exercèrent une barbarie à peine imaginable sur tout ce qui n'était pas idéologiquement correct, sur toutes les catégories sociales indésirables, allant du propriétaire terrien et du patron d'usine, en passant par les professions libérales, jusqu'aux petits commerçants et petits paysans, sur tous ceux enfin qui avaient le malheur d'être simplement catholiques. Tout ça, mais ce sont des personnes abominables, vous ne vous rendez pas compte, non? C'est la honte de l'humanité, c'est le fascisme, tout ça. Il faut abattre le fascisme. Il faut se débarrasser de tous ces gens-là, vite aux armes. Donc, et nous sommes les bonnes personnes, nous aimons le genre humain. Disons ça au nom de notre amour du genre humain. Nous n'avons pas de haine, non. On fait notre devoir, simplement, notre devoir antifasciste. Donc, et tous ces titres, leur sauvagerie s'abattit autant sur les femmes que sur les hommes. C'est ainsi que Carmen Garcia Moyon fut brûlée vive à Torrente, à Valence, le 30 janvier 1937, uniquement à cause de sa fonction de catéchiste. Les miliciens l'arrosèrent de gasoil et y mirent ensuite le feu dans une sorte de parodie médiévale.
La religieuse de la compagnie de Sainte-Thérèse, Mercedes Prat, professeure à Barcelone, fut torturée et dut subir plusieurs simulacres de fusillade avant d'être assassinée par les miliciens à l'aube du 24 juillet 1936. Il faut savoir que c'est à ce moment-là que va se lever la résistance de ce qu'on appelle, le vilain Franco. Ah oui, vous vous rendez compte, il a résisté à la République, c'est pas vrai quoi. La République, c'était le Front populaire, c'est ceux qui faisaient les exactions que nous allons voir. Une partie, parce qu'il y en a eu tellement d'abominations, il y a tellement horrible. Les religieuses de la compagnie de Sainte-Thérèse Mercedes Prat, professeure à Barcelone, fut torturée et dut subir plusieurs simulacres de fusillade avant d'être assassinée par les miliciens à l'aube du 24 juillet 1936, sur ce vaste abattoir que fut la route barcelonaise de la Rabasada. À Anzuaga, Badajoz, le 30 août 1936, les miliciens du Front populaire avaient constitué un tribunal qui en réalité était un centre de torture. Ce même jour, ils traquèrent dans la campagne 21 prisonniers, mains attachées pour les chasser et les abattre comme des gibiers. Quelques jours auparavant, à Sinuela, toujours Badajoz, ils avaient assassiné toute une famille gitane qui campait dans les environs. Le chef de famille, sa femme, ses enfants, un petit-fils de 2 ans dont ils fracassèrent le crâne contre le mur. Le carnage fit 11 morts. Oh ben, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de nazis à ce point-là. Hein. Des bons fronts populaires, des bons tchékas, ça suffit. Ça suffit. On peut mettre le feu à la ville, on peut dire, parce que c'est vrai, il faut quand même que les mauvaises personnes disparaissent. Il faut leur fracasser la tête, puis même s'ils n'ont pas le temps de devenir mauvais, parce que ce ne sont que des enfants de 2 ans, bah, ils le deviendront ensuite, donc il faut s'en débarrasser maintenant. Hein. À Villanueva de Castellón, ils tuèrent d'abord le père de famille à coups de couteau, puis le fils et ensuite une fille de 24 ans, mariée depuis 10 mois et enceinte du 9e mois, qu'ils poignardèrent aussi, et comme étant morte, son bébé n'était pas sorti, ils arrachèrent l'enfant avec leur couteau, le prirent par le cou et le fracassèrent contre le mur. C'est réjouissant. Hein. Vive la Fronta Populaire. Hein. Viva, 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 bon front de gauche. Hein. Bon front de gauche. La justice, en face, ce sont des fascistes. Hein. Ouais. Révisons l'histoire un petit peu. Ça nous fera du bien de réviser l'histoire, de connaître ces choses-là, parce que le début de la Révolution française et tout le reste de la Révolution française n'est pas plus est à l'avenant. Hein, c'est la même chose. Le roi est un tyran. Oui, mais en attendant, ceux qui ont été vraiment les tyrans sont ceux qui l'ont assassiné, avec un faux procès, mais qui ont écorché vif des tas de pauvres gens qui ne demandaient rien à personne, qui simplement ne voulaient pas participer, ne voulaient pas mettre la cocarde bleu, blanc, rouge, ne voulaient pas faire ceci. Voilà. Donc, contre leur conscience. Si on baptisait les gens de la même façon, j'aime mieux vous dire, il n'y aurait plus beaucoup d'âmes d'impies. Hein. Les impies, il n'en resterait plus. Hein. Mais simplement, du point de vue chrétien, on ne peut pas forcer les gens au baptême. Parce que sinon, ce baptême ne porte pas son fruit. Parce qu'on baptise, c'est une régénération. C'est une régénération de l'âme. Hein. Le baptême est une régénération de l'âme, il faut en avoir le désir. Donc si on n'a pas le désir, on ne peut pas baptiser des gens. C'est inutile. Donc, ils poignardèrent aussi, il en était au 9e mois, poignardèrent aussi, et comme étant morte, son bébé n'était pas sorti, ils arrachèrent l'enfant avec leur couteau, le prirent par le cou et fracassèrent contre le mur. Très similaire fut l'extermination de la famille Rodrigo Hermosilla à Cifuentes, Guadalajara, le 4 septembre 1936, un carnage de 10 personnes, dont 3 personnes âgées, et le viol, la mutilation et la mort de la mère de famille. Voilà, ça, en plus, c'est un petit peu de sous à prendre ici ou là, dans une banque ou autre chose, pourquoi s'en priver hein. Très similaire fut l'extermination, voilà ici, les violences des Rouges contre les femmes atteignirent des paroxysmes abominables, tels le viol et l'assassinat des sœurs du consul d'Uruguay, Consuelo et Dolores Aguila Mela Diaz, de 18 et 23 ans. Ces 2 croyantes ferventes, comme citoyennes étrangères, portaient un bracelet distinctif qui, en principe, aurait dû leur assurer l'immunité. Les miliciens communistes, en lien avec la Passionaria, cette sublime humaniste, les séquestrèrent, les violèrent et les assassinèrent, abandonnant leurs cadavres sur la route. Les viols sont un fléau traditionnel des guerres, mais ceux perpétrés par la terreur rouge se distinguent à la fois par leur quantité impressionnante et leur cruauté macabre.
rappelle quelque peu les viols commis par les Turcs dans les Balkans au XVe et au XVIIe siècle, du XVe au XVIIe siècle, non seulement sur les femmes du reste, mais aussi sur les hommes. Parmi les agitateurs soviétiques appelant au viol massif en Espagne, se distingue en particulier une femme, Ella Ehrenburg. Ella Ehrenburg, 1891-1967, correspondante du journal soviétique Izvestia, durant la guerre civile. Le comble est que les communistes inversèrent complètement la vérité concernant les viols. Les en croire, c'étaient les auxiliaires marocains et des nationalistes qui se seraient livrés à des viols sur des jeunes Espagnols. La passionnariat, jamais à court de procédés ignobles, multiplia les discours dans ce sens, jouant sur la mémoire collective des Espagnols, où restaient encore gravés les viols des morts, puis des morisques dans leur histoire. Des études historiques ultérieures ont démontré depuis qu'il s'agissait d'un simple tour de la propagande communiste, toujours aussi mensongère. Les Marocains de l'armée franquiste pratiquaient volontiers le pillage, mais non le viol. De leur côté, en revanche, les miliciens de Granja, des Torre Hermosa, Badajoz, durant leur retraite, saccagèrent le village et tuèrent 12 femmes, dont 4 fillettes, de 15, 11, 10 et 3 ans. Leurs cadavres furent entassés à la porte du cimetière et les troupes nationalistes les découvrirent. Certaines femmes furent violées vivantes et d'autres mortes selon un rite macabre rappelant nos horreurs révolutionnaires en Vendée ou lors des massacres de septembre de 1792 à Paris. Bon, je vais arrêter là. Donc, c'est juste un petit aperçu. Il faut savoir qu'il y avait des prisons terribles avec des marches acérées, coupantes comme des lames de rasoir, avec des effets psychédéliques où on perdait un petit peu l'équilibre, où il y avait des musiques incessantes ou des sons qui empêchaient de dormir, qui empêchaient de... Donc des tortures un petit peu à la soviétique, quoi, hein, qui étaient appliquées dans ces pays-là. Je ne veux pas vous faire la description de la Révolution française non plus. Donc il faut bien savoir, juste un retour historique. Rétablissons les choses du point de vue historique. Sachons, ayons le courage de regarder les choses en face. Ne nous laissons pas avoir par une propagande mensongère. Donc on a commencé à ce moment-là à massacrer, à brûler les églises. Donc cette histoire de déterrer des religieuses pour les fusiller devant les gens. Il s'agit simplement de remettre les choses en ordre. Savoir que les victimes qui sont livrés à la vindicte quelquefois de ces mouvements de foule, ces mouvements idéologiques, idéologisés. Ce ne sont pas les personnes ignobles qu'on dit, ce sont des victimes. Et que les personnes ignobles sont ceux qui vont les dépecer, qui vont les assassiner lamentablement. De la façon la plus ignoble, parce qu'ils ont en haine. Ils ont cette haine. Donc on atteint l'ignominie, parce que la haine atteint l'ignominie. Donc il ne s'agit pas de développer la haine, il s'agit de simplement souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été lui-même dénoncé comme étant un séducteur, comme étant un trompeur du peuple, un agitateur, comme étant un ivrogne, comme étant un sorcier, toutes sortes de choses, peu importe. Louis XVI, lui, était un tyran, il lui a coupé la tête, et quand un révolutionnaire s'est baissé pour prendre son sang, il l'a envoyé sur la foule en disant que son sang retombe sur notre tête, comme les Juifs avaient dit, sujet du sang du Christ. Mais espérons que ce sang du Christ retombera sur eux pour leur salut, car ce sang du mérite de Christ nous obtient le salut et nous rétablit par le baptême, non pas dans cette horreur du monde, dans cette ignominie, cette haine de Satan du monde, de ses empires, de toutes ces sectes. Mais il nous amène à nous renouveler intérieurement pour entrer dans une communion, faire de nous les uns les autres des frères, non pas des frères qui ont de la haine, des massacreurs, non pas. Par contre,
peut-être légitime de se défendre. Comme disait Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais prudence. Prudence en ces temps qui risquent d'être agités. Prudence, prudence. N'ayez pas peur, mais prudence. Évitons de faire tomber nos cœurs dans tout ce piège de la haine qui peut si bien, par les yeux et les oreilles, pénétrer nos cœurs. Ayons au fond de nous ce modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est allé jusqu'à mourir pour notre salut, par amour pour nous, sur la croix, pardonnant à ses bourreaux. Demandons cette grâce d'avoir ce cœur uni à notre Dieu, dans cette paix que lui seul nous donne, au milieu de tous les troubles. Gardons notre humanité. Gardons notre humanité. Ne tombons pas dans la vindicte. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Essayons de tirer des leçons de l'histoire, de ne pas entrer dans le mensonge. Et de ne pas accuser faussement aussi tous ceux qui par le passé ont été des saints et qu'on a fait passer pour des assassins. Cultivons leur mémoire, prions pour tous ces gens qui ont subi tant de peine, tant de misère. Prions aussi pour les ennemis, nos ennemis, ainsi que nous y invite notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.